Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour le second épisode de notre saison 2 avec un format un peu différent, mais on vous en dit plus juste après notre générique. À tout de suite. Et on se retrouve donc pour ce deuxième épisode de notre saison 2 déjà de Odyssée, avec une équipe un peu différente, mais j'ai quand même commencé par présenter l'éternel Thomas. Bonjour Thomas. Et bonjour, éternel, je ne sais pas, hein, parce que à l'heure où l'émission sera diffusée, j'aurais pris un an dans la gueule. Mais Ouais. et, écoute, avec grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Notre Maxime international a quelque peu changé. Il a évolué en Faustin. Faustin, Exactement, tu me bonjour. fais une transition parfaite. Bonjour à toi Faustin. Merci, bonjour à tous. On espère que ça va. Tu te Et sens prêt pour une émission d'actualité spatiale? Moi ça va super, l'actualité spatiale très bien. On C'est y ton va. domaine. Est-ce que On va Simon te t'a présenter. confortablement installé? C'est super, j'ai une petite chaise de table là, un petit verre d'eau, non, c'est super. On est prêt pour l'émission. Comme un Toi, prince. justement, pour te présenter, parce que le Thomas, les gens le connaissent en général, mais ton lien avec l'actualité spatiale, est-ce que tu t'y intéresses un petit peu? Est-ce que tu as vu des choses passer ou pas du tout? Alors je m'y intéresse un peu, mais plus parce que je viens d'un domaine scientifique. Je fais de l'ingénierie, du coup forcément on est Dans voué quel dans ce domaine? milieu-là, dans le médical. Ok. Voilà. J'ai failli aller dans le spatial, mais ils m'ont pas pris. Ah, ouais, parce que le spatial, on sait que par contre, les places sont très chères. Je voulais faire de Mais l'imagerie. Eh oui. le médical, au final, il y a quand même des liens Grosse très hype. forts. Ouais. Bah, le traitement des images, Ouais. des données, du signal et tout, c'est ce qui m'intéressait vachement. Et Ouais, puis les études justement sur les impacts, enfin l'impact médical des séjours en apesanteur, etc. Enfin, il y a par exemple sur les astronautes qui passent 6 mois dans l'ISS, quelles ont été les modifications biologiques, ouais, au physiologiques, niveau etc. quoi. des radiations, tout Ouais, par ça. exemple. Ouais. Donc bon, de Ah, on toute a façon, on le y reviendra MEDES qui peut-être un peu travaille plus tard. là-dessus à Toulouse à fond. Ouais, c'est le MEDES qui est donc du coup, c'est pas une filiale, c'est plus ou moins un service C'est un du pas. CNES si je dis pas de bêtises. C'est un C'est un partenariat? service, c'est dans les non, c'est un service, mais c'est je crois qu'ils sont dans les filiales, CNES. Possiblement, ouais. En tout cas, ils sont Ils sont dans les filiales directement du groupe rattachés au CNES, CNES. ouais. Tu connais peut-être Ouais. le Non, MEDES? non, ça me dit C'est, rien. je sais plus C'est le exactement gros quel est l'acronyme. c'est le gros alors c'est l'acronyme, je sais plus, mais en gros, c'est l'hôpital un petit peu, qui s'occupe de faire des expériences, sur le corps humain, sur tout ça, mais surtout, ils ont de très gros liens avec le spatial. Ils ont notamment pas mal travaillé avec Pesquet sur, l'évolution de son corps, les ressentis avant-après, et cetera. Et puis ils ont envoyé En gros. plusieurs petites expériences aussi pour voir comment on Ouais. pouvait mener en gros des recherches scientifiques médicales dans l'ISS, quel Ok. impact ça avait. Enfin bref, on y reviendra Ah, trop peut-être bien. sur notre émission, c'est hyper Et intéressant. puis, Ouais. j'en profite pour caler l'instant promo du moment. Si jamais tu t'intéresses au spatial, et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à horizon.actu sur Instagram pour tout découvrir du spatial. Voilà, je te Plus remercie. d'informations sur la page Instagram horizon.actu. Voilà, on fait des pubs type télévision. Et merci beaucoup notre cher commercial horizon.actu. On va commencer l'émission toujours par un peu la même chose, c'est-à-dire on va vous évoquer les quelques actualités qui ont eu lieu ces dernières semaines, voire derniers jours. Celles qui nous ont le plus marqué, alors il y en a plein d'autres. Hein. On sait très bien que le milieu spatial, si tu déconnectes une semaine, t'as loupé 1000 trucs. Mais on essaye de vous faire un peu un tour d'horizon général. Alors là, vous nous excuserez, malheureusement, on va être américano-centré pour une bonne partie. On va peu parler de tout ce qui est Russie, Chine pour cette émission, mais on en parle en général assez souvent. Je vais commencer, encore une fois, je suis pas du tout poli, par une actualité pas très étonnante, mais qui est, un peu triste, j'ai envie de dire, mais on le savait déjà, le retard du SLS, donc le Space Launch System, la prochaine fusée super lourde de la NASA et des États-Unis, qui devait poser des hommes et des femmes sur la Lune en 2024, a été officiellement reporté à 2025. C'est pas vraiment une surprise, mais ça a été annoncé vraiment dans une conférence de presse de la NASA. Donc on attendait ça parce qu'on savait que 2024 ça serait pas tenable. Ils ont expliqué
pas avec grande surprise, que le Covid a justement beaucoup impacté ce changement de calendrier, mais aussi le procès qu'a intenté Blue Origin à la NASA en lien avec le programme HLS, donc HLS pour Human Landing System. En gros, ils ont fait un appel d'offres pour des entreprises pour la construction, la conception du module qui va poser les prochains astronautes sur la Lune, auquel Blue Origin a répondu, et ils l'ont pas eu. Donc ils ont fait les enfants pas contents et ils ont intenté un procès à la NASA qui avait donné le contrat à SpaceX. Et donc du coup, ça a causé 7 mois d'arrêt total du programme HLS et donc ça se répercute, etc. Mais l'information principale, c'est que la date envisagée, disons l'année envisagée pour reposer des hommes et des femmes sur la Lune, ça serait 2025 et plus 2024. Et pour l'instant, le premier vol, donc Artemis 1, qui sera un vol non habité en orbite lunaire, est programmé pour février 2022. Il a déjà glissé, on espère qu'il glissera pas plus que ça parce que ça serait quand même, ça commencerait à devenir problématique. Mais bon, on était à peu près sûr. Maintenant, la question qui se pose, et je laisserai peut-être Thomas réagir là-dessus, c'est que les Chinois, eux, ils sont en train d'essayer d'aller poser des gens sur la Lune également. Et eux, ils annoncent fin de la décennie 2020. Donc, si jamais il y a plus de retard du côté américain et que les Chinois, ils respectent plus ou moins leur calendrier, on va être sur une guéguerre à la Lune type guerre froide, quoi. Mais bon. Toi, Thomas, t'as suivi un petit peu tout ça ou pas du tout? Ouais, j'ai suivi, bien sûr, mais c'est vrai que cet engouement pour la Lune, il revient comme on a un engouement pour Mars depuis quelques années. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la Chine, ils sont hyper prometteurs sur leur projet. On sait qu'ils ont un calendrier bien cadencé, mais surtout que voilà, ils s'y tiennent. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, ils ont des projets assez importants. Ils n'ont pas que le projet d'aller y poser le pied, ils veulent aussi installer pas mal de choses sur place. Ça a déjà bien commencé. Et c'est bien parce qu'en plus, tu me feras une transition nickel pour mon actu à moi. Mais Ouais. c'est que voilà, cette dualité Chine-États-Unis, ou en tout cas coalition Europe-États-Unis, elle est vraiment hyper marquée sur plein de petits domaines spatiaux en ce moment. Et je trouve que même dans nos derniers podcasts, on en parle de plus en plus. Ah bah oui. Bah avant de te laisser transitionner vers ton actu, est-ce que toi, Faustin, t'avais... Parce que je suppose que le programme spatial américain, tu connais, enfin la NASA, si on te dit ça, tu connais, mais est-ce Oui. que le côté chinois, t'en as un peu entendu parler ou pas? Pas des masses, non, je sais qu'ils sont dans la course. De toute façon, on sait que les Chinois sont très forts dans le spatial. Ils ont surtout l'argent, enfin, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Mais non, j'ai jamais trop. Parce que Voilà. là, dernièrement, ils ont lancé une Ouais, nouvelle station. Tu l'as peut-être vu passer, ouais, mais ça, je l'ai vu passer, ouais. mais ils sont aussi Mm. dans la course à la Lune. Comme l'évoquait rapidement Thomas, ils veulent mettre une base lunaire, concevoir une base lunaire en lien avec les Russes. Bon, là, sur des horizons un peu plus lointaines, Mm. certes. Mais non, ils sont bien lancés, disons. Et je pense que oui, Thomas, tu vas pouvoir embrayer sur ton actu à toi qui concerne également ces deux pays. Oui, complètement. Merci Simon pour cette transition glissante comme du beurre. En effet, moi je suis tombé sur un projet un peu fou, mais qui me plaît beaucoup. En gros, on parle souvent du spatial comme quelque chose de polluant, comme quelque chose qui pollue plus qu'il ne rapporte d'énergie ou d'éco-responsabilité à la Terre. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de pays, de scientifiques et de militaires, finalement aussi, qui parlent de aller envoyer des petits satellites avec des gros panneaux solaires auprès du soleil et de réussir à capter un maximum d'énergie et de la transformer en énergie électrique à terme pour la renvoyer sur Terre. Alors, là, bien sûr, on tombe sur les États-Unis qui ont dit nous on est chaud et ça fait quelques années d'ailleurs qu'ils travaillent dessus. Je crois qu'il y a des premiers tests qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, j'ai pas encore tout décrypté. Et bien sûr, on a la Chine qui se veut hyper offensif sur le sujet. Et apparemment, il y a, de ce que j'ai sous les yeux, 3 bases expérimentales dans le centre du pays, où ils sont déjà en train de tester la transmission de cette énergie, parce que enfin, le principal problème qu'on va avoir avec cette nouvelle technologie, c'est de pas de capter cette énergie solaire, mais c'est de la rapporter sur Terre et de l'utiliser correctement. Et c'est vrai qu'en fait, ça serait par des micro-ondes, pas le micro-ondes qu'on a à la maison pour faire réchauffer le plat de pâtes de la veille au soir, hein, bien sûr. Mais voilà, par un système de micro-ondes. Et le premier problème qui se pose, c'est qu'il y a une grosse déperdition d'énergie. Et alors, dans le spatial, on n'aime pas quand il y a une grosse déperdition de quoi que ce soit, parce que déjà, c'est pas rentable. Et ensuite, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de pays qui bossent là-dessus. Ça peut être super intéressant. Et je vous invite à vous pencher sur le sujet, vous qui nous écoutez.
Et vous, je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mes chers Faustin et Simon, si ce que vous en pensez. Je n'avais pas entendu parler, mais je trouve ça vraiment, vraiment fou. Sans dire un peu un scénario de film. De film voilà, c'est un peu fou, quoi. Ah bah c'est clair que ça paraît pas, enfin même quand tu l'expliques, ça dit comme ça paraît pas vraiment réalisable. En tout cas, pas dans des années à venir. C'est oui, c'est comme tu le dis, ça paraît un peu être un projet de ville futuriste, quoi. Comme le rappelle un des articles que j'ai lu qui est Figaro Science, c'est la nouvelle de Isaac Asimov, un des papas de la science-fiction, Ouais, bah oui. Raison, qui parle justement des hommes qui cherchent à capter l'énergie solaire depuis l'espace. Voilà, donc comme Ouais, quoi parce que bon, tu touches capter juste. l'énergie solaire, ça, on le fait déjà. Et déjà, en plus, pour quand tu rentres un peu dans le milieu de l'ingénierie pure et dure, disons, tout ce qui est panneaux solaires, on n'est pas complètement content de ce qu'on fait sur Terre. On a déjà beaucoup de déperditions, Ouais, si je ouais. dis pas de bêtises. C'est On arrive vraiment en pas gros à capter 50% de l'énergie qu'on pourrait capter, bon. peut-être un Ouais. peu plus aujourd'hui. Et ça, dans la construction, en plus du panneau solaire, ça pollue pas Ouais, mal. il y a ça On aussi. délocalise la pollution, mais c'est quand même de la pollution. Mais donc en fait, déjà, on a de la marge de manœuvre, quoi, sur Terre, mais dans l'espace, Carrément, tu ouais. vois, Puis en termes d'entretien et tout ça, c'est vrai que c'est pas encore le truc le plus rentable en énergie. c'est sûr. Et puis au niveau entretien d'un panneau solaire envoyé dans l'espace, là par contre c'est pas les mêmes contraintes, disons. Tu vas pas Ouais, aller laver alors ton après panneau solaire. Ouais, mais justement les dégradations seront pas non plus les mêmes parce qu'on C'est n'aura vrai. pas non plus les Ouais, mêmes grave. intempéries qu'on a sur Terre, à savoir Donc voilà, mais c'est un sujet que j'ai trouvé super intéressant, que je voulais partager avec vous, et je vous invite à suivre un peu ça, parce que bah, c'est quand même des petites technologies comme ça d'avenir qui sont prometteuses, donc voilà, ça m'a Je bien pense plu. qu'on en entendra parler prochainement, à mon avis, enfin dans les années à venir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup parce que je connaissais pas du tout ce sujet-là. Avec plaisir de le Bah, faire. j'enchaîne du coup. Et moi, j'aurais une question. Ça fait 2 fois là dans les 2 news. Où je connais pas tous les tenants et les aboutissants du spatial, mais vous parlez avec un vocabulaire militaire. Il a utilisé le mot agressivité, toi guerre froide. Je Mhm. sais pas s'il y a vraiment quelque chose entre les Chinois et les Américains. Oui, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Mais le vocabulaire militaire, il est lié au spatial en général. Mais c'est bien, du coup, c'est bien aussi qu'on ait une personne comme toi dans Ouais. l'émission, parce que ça peut nous ramener parfois même à des termes qu'on n'explicite pas forcément. Mais le militaire est très lié au spatial parce que déjà, bah, les fusées, c'est d'anciens missiles balistiques, en gros, pour faire très court. Et puis il y a plein de choses. Bah, pendant la guerre froide, le fait de vouloir envoyer un premier homme dans l'espace ou un premier homme sur la Lune, c'était pour montrer voilà la supériorité par rapport au bloc adverse, donc guerre froide à ce moment-là. Et puis agressivité, toi tu l'as employé quand, Thomas? Je me rappelle pas forcément, mais Les Chinois sont sur l'offensive, sans oui, parler Offensive, ouais. d'agressivité. bah Mais après, vas-y, pour, je te laisse exposer ton point de vue. Ouais. ouais, pour en profiter pour rebondir, après, il y a, sans parler comment dire, d'un vocabulaire qui soit absolument militaire, même si c'est vrai on s'y rapproche, un vocabulaire de bataille, vocabulaire de tension. Depuis la course qu'il y a eu pendant la guerre froide, la course à l'espace, et ça c'est une analyse socio que j'avais lue, que j'ai retrouvée dans pas mal d'articles. Aujourd'hui, le spatial, alors, on a énormément de domaines sur Terre où on en chie, énormément de domaines où chaque pays veut sa supériorité, montrer qu'il est le plus fort et montrer qu'il dépasse les autres. Mais le spatial, c'est un peu le domaine d'excellence. Parce que on est sur un domaine vraiment où il n'y a que les pays les plus forts, les pays les plus grands. C'est vraiment montrer combien on peut investir et jusqu'où on peut aller. C'est là vraiment que tu peux montrer qui est la plus grosse. Mais ensuite, parce que c'est aussi un domaine où si tu arrives à franchir certains caps, certaines étapes, ça peut devenir extrêmement rentable pour un pays, tant en termes de puissance que de thunes, que de matières premières. Tout peut devenir très très vite source de grands pouvoirs et de peser un max sur la table de l'échange. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui rentrent en compte et qui font que, ouais, je pense qu'on peut vraiment parler de tension. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, je sais pas si on est vraiment sur de l'ordre de la tension pure et dure, mais on est sur l'ordre de la compétition, parce que bah, là où les États-Unis vont, la Chine y va aussi, on retrouve la Lune, on retrouve, alors Mars un peu moins, mais ils ont quand même quelques trucs, Ah si, on quand même, ouais, retrouve, aussi. Hein. oui, mais je veux dire, ils sont moins investis à fond que les States, Ouais, mais, enfin, oui, oui, vas-y. mais voilà, la Lune à fond, bah, l'énergie solaire à fond, pas mal de choses. Et c'est comme la Russie. La Russie, c'est pareil, ils sont hyper présents sur plein de choses. On a eu aussi bah, l'arrivée de SpaceX qui a fait que les États-Unis dépendaient beaucoup moins de la Russie pour différents points. Mais ouais, on est quand même sur une forme de compétition, on va dire, ouais, de qui va aller le plus loin.
Ok, ça reste très politique. Ça reste un sujet très politique, quoi, la conquête spatiale. C'est pas que de la science, pas que de l'ingénierie. Ah non, malheureusement, C'est, ça serait trop beau si c'était ouais. que ça. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as des milliards sur la table, forcément, ça va être politique. Et puis, comme le disait Thomas, au final, déjà, d'un point de vue diplomatique, entre les États-Unis et la Chine, depuis 10, 15, 20 ans presque même, c'est déjà un peu tendu quand même. Et puis bah là, oui, ils ont une réelle compétition, encore une fois. Une chose qui n'est pas forcément trop su, c'est que dans l'ISS, donc la Station Spatiale Ouais. Internationale, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de taïkonautes chinois, donc d'astronautes version asiatique, on les appelle les taïkonautes, parce que les États-Unis les ont bannis. Les États-Unis ont Ok. dit dans leur traité, enfin il y a une clause, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom, qui dit nous on participe à l'ISS que si on interdit à tout jamais, enfin tant qu'on y sera, disons, qu'il y ait un taïkonaute chinois qui rentre à bord. Et c'est aussi pour ça que justement les Chinois lancent leur propre station spatiale. Alors après, si jamais on les avait autorisés à venir, est-ce qu'ils seraient venus? On ne sait pas, hein, mais voilà, il y a cette guéguerre Mm. politique qui du coup se répercute dans le milieu spatial, qui est pourtant un milieu de base qui fonctionne sur la coopération. Parce que des projets d'envergure comme l'ISS, c'est infaisable, même pour une fortune, un pays avec une fortune démesurée comme soit les États-Unis. Bon, la Chine ne prouve que si, mais c'est pas la même envergure quand même que l'ISS. Mais un projet aussi énorme et aussi coûteux, tu peux difficilement le porter avec un seul pays, quoi. Il faut une collaboration globale entre différentes nations pour y arriver. Mais je sais pas si Thomas, tu voulais rebondir là-dessus. De toute façon, on y reviendra. Le sujet qu'on va évoquer, on va y revenir. Oui, on va y revenir, mais non, non, moi j'ai pas plus à Ok. ajouter, si ce n'est que ouais, il y a Bah, des. C'est pas que politique, mais ça l'est beaucoup, quoi. il y a une grosse part de politique. De toute façon, c'est encore une fois les politiques qui votent les budgets. Donc à partir de Oui. ce moment-là. Ah bon, on va y revenir. Ouais. Juste un petit point, là, dernier point de bonus, mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi qu'on voit, je pense, depuis les deux dernières, vraiment, enfin, moi je l'ai vu de manière forte depuis les deux dernières présidentielles. Euh, Quand les candidats se présentent, le sujet de l'espace devient un point fort du mandat, de l'annonce du mandat, parce que voilà, c'est vraiment un sujet géopolitique majeur auquel le public s'intéresse aussi de plus en plus et auquel il se passe des choses. Donc c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que ben, dans l'actu, on le voit plus, mais dans l'actu politique, on le voit plus. Les présidents cherchent à dire ce qu'ils veulent faire. Les budgets sont alloués de manière plus transparente, ou en tout cas plus médiatisée. Il y a vraiment beaucoup plus de choses là-dessus, donc on voit bien quand même qu'il y a une évolution. Oui, puis c'est facteur d'emploi aussi, et puis d'emploi très qualifié, d'excellence, etc. Donc bon, ça a une image forte, quoi. Mm. Mais bon, on va continuer parce qu'on va y revenir à ce sujet-là. Tu m'as donné aussi une transition tout à l'heure parce que tu as parlé de SpaceX, donc qui est une entreprise privée américaine dont le patron est le très médiatisé Elon Musk, qui a de grands projets relativement fous. Cette entreprise a beaucoup été décriée à son lancement en disant que c'était encore un milliardaire américain qui voulait essayer de créer sa propre fusée et que ça marchera jamais. Aujourd'hui, ils sont leaders du marché américain et parmi les leaders du marché mondial, donc on rigole un peu moins quand on évoque le nom de SpaceX, et ils ont lancé depuis quelques années un autre projet fou qui s'appelle le Starship, qui est en gros la super méga fusée qui serait potentiellement la plus puissante du monde au moment où elle décollerait, ce qui n'est pas encore fait, donc on se garde un peu de réserve quand même, mais là, le projet avance quand même relativement bien, et donc cette fusée qui s'appelle le Starship, il y a deux parties, deux étages comme on dit dans le langage des fusées, une qui sera la partie basse qui est la plus grosse partie qui s'appelle le Super Heavy, qui n'a jamais été testé encore pour l'instant entièrement, et la partie haute, donc le second étage, qui sera le Starship, qui emmènera lui du fret ou des éventuels humains, on en est encore très très loin, mais dans l'espace. Et le Starship a fait ce qu'on appelle un allumage statique ou static fire en anglais, le 12 novembre dernier, qui est un des derniers tests avant de potentiellement tenter un lancement réel. En gros, le principe, tu allumes tes 6 moteurs, parce qu'il y en a 6, pendant 1 à 2 secondes pour vérifier que tout le processus se passe bien, que les flammes sortent de la bonne manière, qu'il n'y a pas de blocage à tel ou tel endroit, et que du coup, tu serais potentiellement prêt pour un allumage réel, pour un lancement. À savoir que le static fire, donc allumage statique, s'est bien passé. Il a duré, je crois, 1 seconde 30 environ. Les moteurs ont bien fonctionné. Il y a une différenciation dans les moteurs, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Par contre, le Starship, il a ce qu'on appelle un bouclier thermique qui fait avec des tuiles thermiques qui sont là pour
empêcher qu'il brûle quand il rentre dans l'atmosphère, parce que son but c'est qu'il est réutilisable justement. Et quand il a allumé les moteurs, il y en a quand même certaines des petites tuiles qui se sont barrées, quoi. On a vu, il en manquait, je crois, avant qu'il allume ses moteurs, 5 ou 6, il en manquait le double une fois après. Donc ça peut paraître peu, parce que les tuiles, il y en a, je crois, plusieurs centaines, mais pour autant, un trou dans la carlingue, entre guillemets, c'est comme un avion à qui on enlève une petite partie de son fuselage, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Donc, on a quand même des incertitudes sur le fait que ce bouclier soit parfaitement prêt à rentrer sur Terre intact. Mais bon, le processus avance, et la prochaine actualité pour le Starship, en tout cas, pas pour Super Heavy, ça serait un lancement orbital. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Ça avance petit à petit. On connaît SpaceX. Et je vais enchaîner sur ma dernière actu, si ça vous va, qui est un truc un peu plus... À part si tu veux... Non ? Ok. Qui est un truc un peu plus inconnu dans le milieu. C'est une entreprise qui s'appelait Spin Launch. Est-ce que, les gars, ça vous dit quelque chose si je vous dis ça ? Rien du tout. Thomas ? Moi, je connais le hand spinner, mais j'espère que ça n'a pas de lien. Alors, ça n'a pas de lien, oui et non. C'est en fait le principe de spin, donc de rotation. C'est ça qui, justement, est au centre de l'entreprise. En gros, c'est une entreprise qui veut essayer de créer une sorte de catapulte ou de fronde spatiale pour s'empêcher d'utiliser des fusées, en tout cas à minima. Le principe, utiliser un petit vaisseau lanceur, mais vraiment minuscule, que tu mets au bout d'une fronde. Donc, en gros, pour ceux qui voient ce que c'est qu'une centrifugeuse où on met les astronautes, c'est ça, sauf que tu mets une fusée au bout et que ça tourne beaucoup, beaucoup plus vite. Et que par effet de rotation et de catapulte, tu peux gagner des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres sur une mise en orbite. Et après, tu allumes un petit moteur et tu termines la mise en orbite facilement. Et ça, c'est un projet qui était considéré comme relativement fou, voire infaisable il y a encore peu. Et pourtant, donc cette entreprise américaine a réalisé son premier test fin octobre avec une structure relativement petite, parce que c'est un prototype qui fait 90 mètres de haut quand même. Donc au final, les dimensions sont déjà assez impressionnantes. Et qui a effectué un premier test avec succès, qu'à 20% de sa puissance, donc ce qui n'est pas grand-chose, et 20% de la puissance du prototype, et qui a réussi quand même à envoyer un projectile à plusieurs kilomètres de haut. Donc c'est assez impressionnant. Et pour autant, ils ont dit que s'ils voulaient arriver à un dispositif capable d'envoyer en orbite un missile ou une charge utile, il faudrait qu'ils aient une structure 3 fois plus grande. Et il faudrait qu'ils utilisent, à mon avis, ça ils n'ont pas précisé exactement, mais plutôt dans l'ordre des 60 à 80% de puissance plutôt que 20%. Mais, point qui peut faire un peu peur quand même, parce qu'on sait très bien que c'est beau de tourner vite, mais ça amène des G, comme on appelle ça, donc des facteurs d'accélération et de poids. Et là, on est sur des facteurs où c'est plusieurs milliers de G que prennent les charges utiles et les ogives qui sont mis au bout de cette fronde. Donc, je pense que déjà, on oublie d'envoyer des humains, très clairement. Ça, c'est à peu près sûr. Comme disait Alexandre Astier dans les conférences, il passerait de l'état solide à l'état gazeux en quelques secondes. Mais par contre, même pour de la bouche. Ouais, je l'ai vu venir. Mais même pour un satellite, prendre plusieurs milliers de G pendant quelques secondes et après être catapulté, je suis pas sûr qu'ils résistent tous. Après, on pourrait l'innovation... envoyer plein de petits cailloux dans l'espace. Ouais, super. Et encore, je suis sûr qu'à caillou, ça devient du gravier à plusieurs milliers Ils ont de G. réinventé un système de catapulte. Non, mais c'est cool. De fronde plutôt que catapulte, mais voilà, c'est une innovation un peu inattendue, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Je sais pas si t'avais entendu parler de ça un petit peu ou pas du tout. Pas du tout, mais ouais, ça révolutionnerait un peu le domaine en soi. Écoute, c'est une nouvelle façon de faire. Ça avait déjà été évoqué. Enfin, il y a eu des gens qui avaient prototypé ça en disant ouais, ça pourrait marcher. Eux l'ont fait. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et écoute, je te laisse, mon cher Thomas, présenter la dernière actu avant de passer à notre sujet grand format. La dernière actu, vous ne l'attendez pas, bien sûr. C'était une actu surprise à laquelle je pense personne n'a vu passer. C'est le retour d'un petit gars pas trop connu, un autre Thomas, mais bien moins connu que moi. Thomas Pesquet, je pense que vous devez connaître, c'est un Français qui est revenu sur Terre ce 9 novembre, si je dis pas de bêtises, vers 4h33. Oui. Ouais, 4h33 heure de Paris, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Il est revenu sur Terre à bord de la capsule Dragon, avec laquelle il était monté là-haut. Et donc, il a premier amérissage d'ailleurs pour lui, parce que la première fois c'était sur Terre. Et donc, tout s'est bien passé. Il est en vie. Tout s'est Il bien est passé, il ensuite. est en vie, mais il y a quand même eu un petit truc bizarre au moment de la descente avec les parachutes.
Ouais, si t'as... ils ont vu un petit truc vert à quatre pattes qui a commencé à ronger les cordages. Si seulement ça aurait pu nous faire avancer. Non, mais en gros, il y a 4 parachutes principaux qui se déclenchent un peu avant l'atterrissage, enfin après la rentrée atmosphérique. Et il y en a un des 4 qui a pris du temps à gonfler. Et donc, du coup, qui au début ne freinait pas assez. Alors après, s'il y a 4 parachutes, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on appelle de la redondance. Donc, ça veut dire que on se permet, s'il y en a un qui vraiment foire complètement, ben, les 3 autres suffisent. Mais pour autant, sur les images, c'était quand même bizarre. On voyait, tu vois, 3 parachutes bien gonflés et un quatrième qui était en moitié, ce qu'on appelle en torche. C'est-à-dire quand Ouais. le parachute ne se déploie pas. Et il a fini par se déployer, mais avec du retard, en fait, ce qui a amené Roscosmos, donc Roscosmos, c'est l'agence spatiale russe, à dire bah les gars, va falloir que vous nous expliquiez pourquoi ça a fait ça, parce que sinon on n'enverra jamais d'astronautes russes sur votre capsule. Donc SpaceX et la NASA ont expliqué, etc. Ça a l'air de s'être calmé, mais il y a quand même des gens qui ont dit c'est normal ça. Et j'étais en mode non, c'est pas trop normal, mais vous inquiétez pas, il y avait les 3 autres quoi. Mais bon, que je te laisse continuer, c'est vrai qu'il est arrivé en bonne santé. Voilà. Non, non, mais ensuite, je crois qu'il a été rapatrié en Allemagne où il a subi différents tests médicaux et tout ça. À Cologne, au Centre européen des astronautes, on ne citera plus. Et puis ensuite, bah, il a récupéré, il récupère doucement pour des congés bien mérités. Mais voilà, je crois qu'il va bien. La récupération est compliquée, physique, comme on peut s'y attendre. Mais là, encore une fois, je vous invite à aller voir. Il a donné différentes interviews, il a fait différents retours et tout ça. Puis même sur ses réseaux, on a pas mal de petites choses assez sympas à découvrir avec lui. Mais je sais pas toi, mais je l'ai trouvé plus en forme et plus. Il a récupéré beaucoup plus vite que lors de son premier retour. Je sais pas si tu Oui, te mais c'est rappelles un peu un. de. Ouais, moi je me souviens, je me suis fait la même réaction. Mais c'est vrai que bon, bah, maintenant, le mec il est rodé, quoi, tu vois. C'est comme quand t'as eu la grippe une fois, tu l'as la deuxième, tu t'en branles, ça y est, c'était plus rien. Ah, peut-être pas quand même, mais ouais, c'est vrai que le lendemain, il marchait tout seul, il faisait une petite interview, alors que normalement, les astronautes, quand ils reviennent sur Terre, déjà, on les sort, ils restent assis, etc. Et quand ils font des conférences de presse, souvent, on les met assis et ils se déplacent pas tout seuls, quoi. Ok, ouais. T'as pu regarder un peu des images ou pas Pas de son trop, non. retour? Non, pas trop. Parce il a pas mal été médiatisé quand Ouais, même. ouais. Sur Instagram un peu j'ai vu, mais Ah bah, un peu plus. il est fou sur Insta. Et sur Twitter aussi, bah, pour ceux qui ne le suivent pas, allez voir, il a mis plein de photos prises dans l'ISS qui sont absolument incroyables. Ouais. Mais bon, donc là, il y a quelques semaines d'expérience médicale, c'est bah, justement un petit peu un cobaye vivant. Quoi. Ouais, bah ouais. Il fait différents tests sur ses muscles, sa vue, etc. Et après, il aura le droit, je sais plus, je crois qu'il a plus ou moins un mois de vacances, je crois, un truc comme ça. Bien mérité. Ouais. C'est comme tu le disais Thomas, clairement là, il les a pas volés, disons quoi. Mais bon, écoute, on enchaîne. Bah, du coup, on va continuer sur un truc qui était en lien avec Thomas Pesquet parce que ça a aussi impacté l'ISS. Tout le monde ne l'a pas forcément vu, mais je pense que on va commencer d'ailleurs par toi, Faustin, juste après. La presse en est pas mal a pas mal traité le sujet quand même, de manière parfois un peu partielle, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais il y a eu un test de missile anti-satellite, donc ce qu'on appelle ASAT pour anti-satellite, quoi, tout simplement, qui a été réalisé dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier par la Russie pour, en gros, le principe, c'était de vérifier qu'il pouvait bien détruire un satellite s'il le souhaitait avec un missile tiré depuis la Terre. On se doute que c'est pas forcément quelque chose de très appréciable pour X et Y raisons qu'on va développer juste après. Mais déjà, est-ce que toi, en tant que pas forcément passionné pur et dur de spatial, est-ce que tu en as entendu parler de ce test et de ses répercussions? Ben, j'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que tu me dises qu'on Ah, allait parler de ok. ça là maintenant. Mais je me suis un peu renseigné. Et c'est vrai que bon, le peu d'articles que j'ai trouvé n'était pas très exhaustif. On parlait plus en disant que c'est arrivé. Mhm. Voilà. Donc toi, t'en as compris quoi du coup de ce que t'en as lu? Que c'était un peu un sacré bordel dans l'espace, quoi. Parce qu'une explosion d'un satellite, c'est bien, mais ça fait beaucoup de pollution, beaucoup de débris. Et, et apparemment, c'est pas très bon pour l'ISS, quoi. Il y aurait des problèmes, j'ai pas forcément aller plus loin, mais Alors, il y aurait des problèmes potentiels en fait. voilà, C'est c'est là ça, où potentiel, c'est dans le futur. la presse était parfois un peu sensationnaliste en disant voilà, c'est bon, ça va faire le même scénario que Gravity. Pour ceux qui voient ce film, l'ISS va se prendre un débris et va se disloquer et c'est terminé. On n'en est pas là du tout. Mais bon, toi Thomas, t'avais suivi un peu le truc. Enfin, je suppose que tu l'avais vu passer quand même. Ouais, ouais, bien sûr, moi je l'ai vu passer, je l'ai un peu suivi. Bah, c'est toujours un truc quand même qui fait un peu oula, qui fait flipper.
parce que on se retrouve quand même dans une situation où bah, c'est un pays qui montre. C'est comme une démonstration de force quand on entend que la Corée du Nord, par exemple, fait un défilé militaire dans le pays, qu'on a des images, quoi. C'est le même principe. C'est coucou, regardez, on peut vous éclater la gueule dans l'espace. C'est toujours un peu impressionnant, et c'est vrai que, comme vous disiez, ouais, il peut y avoir des répercussions. Quand il y a eu le tir, les astronautes de l'ISS ils se sont mis en combinaison en mode express parce que si c'était mal contrôlé et qu'ils, je trouve, ils n'avaient pas eu beaucoup d'infos, bah, ils pouvaient se prendre des débris et finir en gruyère et il fallait évacuer, quoi. Et c'est vrai que c'est des situations comme ça où il y a une forme de fragilité. Je vais pas rebondir une nouvelle fois parce que ça deviendrait redondant, mais avec le traité de l'espace, mais quand même, Mm. Bah euh, justement, hein. dans le traité, voilà, dans le C'est traité de l'espace, il est quand même dit que on n'est pas censé amener d'armes dans l'ISS, que la valeur phare, c'est la coopération, c'est aussi la transparence de l'information. Ça, c'est un état de fait. C'est que au niveau des expériences, des tests et tout ça, les pays sont censés communiquer avec les autres. Et puis l'idée, c'est de pas amener des armes, quoi. C'est de pas faire exploser le matos de l'autre. On est plutôt ah, la sur des question, c'est qu'ils valeurs ont de pas amené des respect. armes, ils ont balancé une arme du sol à l'espace, quoi. Donc ça rentre pas dans Oui, le alors traité de l'espace, tu justement. Non, non, mais oui, pinailles, mais c'est là-dessus qu'ils jouent, hein. C'est là-dessus qu'ils jouent, mec, hein. bien. Ouais, non, mais il joue pas sur grand-chose. De toute façon, il y a personne qui contrôle, soyons honnêtes. Ouais, Mais ça, il y a aucun. Enfin, on va y revenir, mais vas-y. c'est surtout le fait de dire que là, il y a du matériel en jeu, mais il y a aussi des êtres humains, des Ouais. vies, que bah, justement, un test, oui, mais pas encadré comme c'est le cas, ça pose quand même plein de questions. Maintenant, on sait qu'il y a bah, tous les pays du spatial qui bossent sur des missiles antisatellites, sur des missiles sol-espace de manière assez régulière. Et on sait que ça existe, mais c'est vrai que voilà, là c'est encore un petit coup de massue à l'arrière du crâne. Ouais, moi ça me fait chier perso. Ça me fait chier parce que bah, déjà qu'on a en plus, le sujet du spatial est souvent lié à la pollution, aux dégâts, aux choses comme ça. Et là, clairement, je veux dire, il n'y a pas d'argument contre, quoi. On peut pas dire ah non, c'est legit, tout va bien et tout ça. Non, je veux dire, ça fout juste la merde en fait. Tant sur le plan géopolitique que juste sur le plan tout en fait. Moi, ça me casse les couilles. Comme tu le disais, en plus, la transparence, elle est hyper importante. Et encore une fois, là, ça, on l'a appris. Enfin, ça a été confirmé par les Américains qui, sur leur radar, ont détecté en fait des débris qu'ils ont pu retracer en rétro-engineering, etc., comme étant un satellite. Donc, on donne son nom. C'était le satellite Cosmos 1408 ou 1408, qui faisait quand même 2 tonnes de bousin, hein. Donc, quand tu l'éclates, ça fait. On a recensé pour l'instant plus de 1500 débris, mais d'une taille qui nous permette de les voir. En fait, il y en a plein qui sont beaucoup plus petits et qui sont extrêmement dangereux également. Et c'est un satellite qui a été lancé en 1982 et qui était plus utilisé depuis des décennies. Donc c'est très problématique. Alors après, un point important, les Américains ont pas mal décrié ça, et justement en disant que c'était n'importe quoi, etc. Mais eux, ce genre de test-là, ils l'ont déjà fait il y a quelques années. Les Indiens l'ont également fait, et les Chinois aussi. Les Chinois l'ont fait, et ils l'ont fait, je crois, en 2017, si je dis pas de bêtises. Ça à revérifier, mais les débris causés par le test chinois, pour certains, sont encore de l'espace. Donc c'est quand même très problématique. Les essais américains, certains nous diront, ils l'ont fait à une altitude beaucoup plus basse que celle de l'essai russe. Et donc, les débris sont rentrés sur Terre rapidement et n'ont que peu posé problème, disons. C'est plus ou moins vrai, et encore, mais c'est pas une raison. C'est un peu la justification à la cour en mode oui, mais nous on n'a pas été dangereux pour l'ISS, et etc. Mais t'es en mode, mais c'est pas pour autant que t'as le droit de le faire, en fait. Et le pire dans ce que tu disais, Thomas, c'est vrai, il n'y a pas de loi qui est vraiment comment dire, qui empêche les nations de faire ça. Et pourquoi il n'y a pas de loi comme ça? Parce qu'il y a eu plusieurs projets, surtout des agences spatiales, donc NASA, ESA, etc. Tout simplement parce que le gouvernement américain et le gouvernement chinois, mais surtout les Américains, ont toujours mis leur veto. Ont toujours dit non, c'est mort, on votera pas cette loi pour l'interdire. Pourquoi? Enfin, je sais pas, mais vas-y, Ah vas-y. ouais, non, non, c'est vrai que c'est assez étrange qu'il n'y ait aucune organisation qui régule ce genre de choses, sachant que des potentiels scénarios catastrophes dus aux débris autour de la Terre, ça a été théorisé dans les années 80 Ouais, ça a par commencé. Kessler, Exact, bah ouais. l'effet Kessler, ouais. Donc, Bah si tu veux le développer, parce que pour que les gens qui connaissent pas forcément. ouais, bah, très rapidement, quand il y a des débris autour, qui gravitent autour de la Terre, bah, plus il y en a, plus il va y en avoir, c'est exponentiel. Et arrivé à un moment donné, bah, on pourra plus sortir, en fait, on pourra plus explorer l'espace à cause de ces débris.
pendant plusieurs décennies. Voilà. Ouais. Et puis en plus, les débris commenceraient à rencontrer d'autres débris et Ouais, du c'est coup, ça. ça Ça crée causerait voilà, une évolution exponentielle. exponentielle. Et ça, c'est quelque chose. L'effet Kessler, je crois qu'on en avait déjà parlé, donc Thomas, je crois que tu vois ce que c'est aussi, mais c'est quelque chose qui est pris au sérieux, vraiment. Et c'est un théoricien de NASA qui l'avait justement. Qui avait évoqué ce potentiel futur de l'espace, et ça pourrait, comme tu le disais, bloquer l'accès complet à l'orbite basse, donc du coup à ce qui est au-dessus aussi, quoi. Et ce genre d'essai-là, encore une fois, on parlait de chiffres de 1500 débris, mais il y en a sûrement peut-être 2 à 3 fois plus en comptant les tout petits débris. Et c'est quand même des nuages. En fait, on appelait ça des nuages de débris, parce que là, si je me trompe pas, donc pour donner quelques chiffres, le satellite que la Russie a fait exploser, qui était un satellite russe, enfin un satellite soviétique, comme ça déjà au moins ils sont attaqués à leur propre satellite, mais il était à une orbite de 465 à 490 km. Pour donner un ordre de comparaison, l'ISS elle est dans une orbite qui oscille entre 380 et 420 km. Donc c'est vraiment pas loin, c'est là où il y a eu un problème en fait. Et on estime pour l'instant que le nuage, il est sur un intervalle de 40 km. Donc il est quand même assez étalé, ce qui amène du coup l'ISS à toutes les 90 minutes passer pas très loin de ce nuage et du coup, comme tu disais Thomas, être en alerte. Actuellement, là, les astronautes, c'est peut-être un peu moins le cas ces jours-ci, mais après la catastrophe, disons, ils dormaient dans le centre de l'ISS pour ne pas être exposés, si jamais, pas être à l'avant de l'ISS, etc. Et si vraiment c'est problématique, ils iront carrément se réfugier dans leur vaisseau pour pouvoir partir à n'importe quel moment. Et là, il y a des écoutilles qui sont fermées dans l'ISS, des modules qui sont plus ou moins inaccessibles parce que trop exposés et pas assez protégés. Donc ça amène plein de problèmes. Enfin, toi là-dessus Thomas, je suppose que tu as suivi peut-être un petit peu tout le bazar médiatique qu'il y a eu après ou à ce Alors moment-là. j'ai un peu suivi parce que c'était quand même, c'était assez redondant finalement les infos que faisaient circuler les médias. Mais ouais, non, moi je suis vraiment sceptique. C'est vrai que sans parler de Gravity ou de science-fiction, là on est dans le dur en fait, on est dans le vif du truc. Et quand on connaît les tensions existantes, quand on connaît les tensions à venir, et quand on parle justement de cet état d'esprit, de ce contexte de compétition, on n'est pas... Enfin, dans l'espace, il y a quand même eu pas mal d'accidents, pas mal d'erreurs, pas mal de choses qui ont été faites sur lesquelles il n'y a pas d'organisme qui contrôle en fait. L'OTAN et l'ONU sont... Enfin, alors, pas l'OTAN, pardon. L'ONU est censé être l'organisme de régulation pour les pays qui opèrent dans le spatial, mais ne fait que dalle. Enfin, oui, ils font Il n'y a pas de des réel mises en commissaire demeure. en fait. Il n'y a pas de Il n'y a réel personne qui commissaire, mais en peut fait, taper sur la c'est table eux quoi. Ouais, mais c'est eux qui sont censés faire appliquer le branle de loi qu'il y a. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de vraie commission, il n'y a pas de vrai commissaire, il n'y a personne qui gère vraiment le truc et qui peut mettre des vraies sanctions à des pays ou des organismes. Et aujourd'hui, en fait, bah, il y a quand même eu, si on remonte dans l'histoire du spatial, pas mal de petits événements où, alors je dis pas des événements mystérieux sans tomber dans la théorie du complot, mais il y a eu pas mal de petits événements où on a dit, ça c'est louche, ça c'est quand même pas ouf, mais qu'en fait on a laissé couler sous le tapis parce qu'il y a personne qui pouvait faire quoi que ce soit en fait. C'est voilà. Et là, bah, on est un peu dans le même cas, et puis de voir qu'on commence à rentrer dans, bah regardez, j'ai des gros missiles que je peux balancer partout. Bah, on parlait de compétition tout à l'heure, là ça peut commencer à créer une vraie tension en fait. Là ça peut commencer à créer une tension. Alors on en est loin, mais pour faire une métaphore, la guerre froide c'était un peu ça. C'était mettre sous le nez de l'autre bah, sa grosse bite et le Et puis menacer avec. on Là en est c'est un peu loin. l'esprit aussi. On va pas repartir dans un contexte de guerre froide, je pense. Bon, déjà, la Russie et les États-Unis sont pas forcément amis encore aujourd'hui, disons. Mais quand on parlait de coopération, ce qui est fou, c'est que justement, dans l'ISS actuellement, il y a, alors si je dis pas de bêtises, 2 astronautes russes. Donc, quelque part, la Russie a presque mis en danger ses propres compatriotes. Et même en dehors de ça, c'est quand même extrêmement particulier que Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, on ne semblait pas être au courant de ce test-là. C'est les militaires russes en fait qui ont fait ça. Vas-y. Ok. Ouais, non, c'est étrange qu'ils osent faire ça. Et puis même, ils auraient vu qu'il y a personne qui régule, ils auraient juste pu dire on le fait. Il annonçait quoi. Voilà, annoncé, on le fait, vous allez faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, ouais, au moins, parce qu'ils C'est exactement ça. ils savaient que ça allait savoir au bout d'un moment, quoi. Ça Ah reste oui. pas un missile dans l'espace, quoi. Mais comme tu dis, c'est exactement ça. C'est même s'ils avaient dit 3 jours avant, les gars, on va balancer notre missile. Mais tout le monde, les États-Unis auraient gueulé, la communauté scientifique aussi, mais finalement,
Bah, Moscou aurait dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez faire quoi? Vous allez nous taper sur le dos? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais après, voilà, il y aurait pu avoir des mesures préventives du point de vue de l'ISS, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais aussi des autres satellites qui sont sur des orbites similaires, parce qu'il n'y a pas que l'ISS, même si quand on parle de vie humaine ou de vie de satellites, on privilégie bien entendu la vie humaine, mais il y a plein d'autres satellites de télécommunications ou surtout d'Internet, choses comme ça, qui sont à peu près à ces orbites-là. Il y a aussi la station spatiale chinoise quand même, où il y a des vies humaines également, qui elle est un peu plus basse, donc du coup pour l'instant moins impacté par ce problème-là, mais voilà, enfin ça a causé des choses, puis comme on le disait, des effets de boule de neige en fait qui pourraient être causés et qui pourraient, enfin à terme amener des problèmes bien plus graves et bien plus durables, parce que là on ne sait pas encore estimer combien de temps ça va prendre, mais ces débris vont rester en orbite pendant des années, voire peut-être des dizaines d'années. Ça pourrait être moins, mais encore une fois, on parlait des débris chinois qui sont encore dans l'espace. Eux, ils avaient fait exploser un satellite, je crois, à 680 ou 700 kilomètres. Donc, on peut au moins se dire que les débris russes vont rester dans l'espace quelques années, quoi. Et sur des orbites très chiantes. Donc, l'ISS va devoir faire des réajustements. J'avais trouvé une news qui était intéressante, qui était justement en lien avec la station spatiale et les débris de chinois anti-satellites d'un tir anti-satellite. Et justement, donc je me corrige, c'est 2007 le tir. Et la station spatiale, dans la nuit du 11 au 12 novembre, a dû faire un réajustement. Donc, pour t'expliquer, elle a allumé des moteurs de soit les moteurs internes à la station, Ouais. soit de vaisseau, pour rehausser son orbite, pour éviter en gros de passer à proximité de débris. Là, quand on parle de proximité, on passe à plusieurs kilomètres, hein. Ouais. Mais c'est pas grand-chose dans Dans l'espace, quoi. l'espace, ouais. Et là, donc du coup, elle a dû faire cette manœuvre pour un satellite qui a été détruit en 2007, donc il y a 15 Ah ans. oui. Donc tu te dis que là, alors certes, le satellite a été détruit plus haut, donc ça prend plus de temps à redescendre dans l'atmosphère, forcément. Mais pour des débris comme ceux du satellite russe, ça pourrait être des ajustements permanents, quoi. Donc, enfin permanent, on s'entend, hein, je dis pas que ce serait toutes les 2 heures, mais peut-être plusieurs fois par mois, voire peut-être par semaine. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très, très important qui s'est déroulé là et qui est révélateur, comme tu le dis, Thomas, à chaque fois, et tu as raison. Et d'ailleurs, on attend hein, ton émission spéciale traité de l'espace, hein, où tu nous détailles toutes les Mais clauses, etc. On elle est invitera prête, des elle est juristes prête. à ce moment-là, hein, mais voilà, des choses comme le traité de l'espace qui, sans rentrer dans le détail, malheureusement, n'est entre guillemets qu'un traité, donc qui n'est pas forcément obligé, enfin les gens ne sont pas forcément obligés de le suivre sous peine de sanction ou d'attaque au tribunal, disons, mais ça pourrait être vraiment important de bannir ce genre de pratique, et peut-être que cet exemple-là va amener les USA à arrêter de poser un veto continuel, parce que là, on accuse la Russie parce que c'est eux qui ont fait de la merde, hein. On est clair et net. Mais par contre, les USA et peut-être la Chine pourraient arrêter de dire ouais, on met notre veto. Peut-être qu'on pourrait entériner le fait que ce genre de test-là à la con, c'est interdit, quoi. Mais bon, je sais pas. De toute façon, j'ai bien cru comprendre que tous les deux, vous n'êtes pas forcément pro test anti-satellite. Je m'avance peut-être un peu. Ouais, pas des masses, non. Bon, à part. Thomas, toi, je sais que t'es pour. C'est sûr et certain que t'es pour. Ouais, non, non, pas de ouf. Mais non, mais je pense qu'à un moment donné, faut arrêter de faire parler un peu les armes. Ah bah, je C'est suis bien bien. d'accord, hein. Moi, je suis friand de compétition où ils sont en mode, allez, vas-y, on va développer la meilleure technologie, on va essayer de développer la meilleure station, le meilleur truc. Ok, ça soulève encore plein de questions éthiques, mais ça me range déjà plus que, regardez comment on fait péter le plus gros bordel. Non, c'est bon, on Comme a on le disait donné tout à sur l'heure, c'est Terre. des objectifs scientifiques, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou même enfin, scientifiques, ou de poser éventuellement un humain sur la Lune, par exemple. Pourquoi pas? Ça, c'est quand même symboliquement parlant, c'est un objectif intéressant sans être militairement quelque chose de déplorable, quoi, disons. Mais bon, en tout cas, on risque d'en entendre parler à nouveau parce que les répercussions sont loin d'être finies. On souhaitait juste faire un petit point par rapport à ce qu'a pu dire parfois la presse. L'ISS n'a pas été touché, aucun des vaisseaux n'a été touché. Les astronautes vont bien. Certes, ils ont dû réorganiser tout leur planning de la journée qui est carré à 5 minutes près, et par moment dormir à d'autres endroits que ceux dans lesquels ils dorment d'habitude, etc. Mais tout le monde va bien, il faut se calmer, c'est pas Gravity, mais pour autant c'est quand même quelque chose de grave, clairement, de vraiment très grave, et qu'il va falloir suivre dans les prochains mois, voire années,
pour que ça pose de problèmes réels par la suite, même sur des satellites encore en cours d'utilisation, quoi. Je sais pas si toi, par exemple, là, après ce qu'on en a pu en dire, est-ce que tu comprends un peu mieux la situation, Faustin, ou est-ce Ouais, que tu as des réflexions un peu sur ce qui peut se dérouler justement à ce niveau-là? des réflexions. Est-ce que voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça en général? Moi, je pensais aussi, voilà, on parlait de l'effet Kessler, mais aussi en soi de la pollution de l'espace, en tout cas qui est autour de la Terre, qui est quand même assez désastreux, on peut le dire, à force d'envoyer des choses ou de faire exploser différents satellites. Mais je pense aussi, par exemple, ce bon vieux Elon Musk qui a balancé une Tesla dans l'espace. Alors, elle est pas en orbite terrestre, Ouais, mais oui, il a balancé une Tesla dans l'espace, ouais, ouais, c'est vrai. ça, c'est sûr de choses comme ça qu'on peut éviter peut-être. Ça sert pas à grand chose. Oh, ça sert à rien, même on peut le dire, ouais. Et voilà, faut peut-être aussi préserver l'espace qu'on a, en tout cas. Non, mais oui, c'est sûr, hein. C'est absolument certain. Toi, Thomas, comment tu le perçois justement? Ah bah, moi, le sujet de la pollution de l'espace, on en a déjà pas mal parlé aussi, hein. Mais c'est Ah vrai oui, que je c'est pense sûr. que oui, il y a des choses qui sont vraiment à développer, qu'il y a des choses qui servent à rien et il y a des choses où on peut vraiment faire mieux, quoi. Et puis il y a des choses, parce qu'il faut aussi voir un peu le côté positif, il y a des choses qui sont en cours de développement pour justement aller vers un processus de dépollution. C'est une bonne chose. Exactement. Ça va malheureusement Mm. pas très vite. Et on pourra en reparler, on l'a déjà plus ou moins fait, mais faire un dossier un peu plus précis dessus. Mais il y a aussi voilà, cette volonté, on a quand même bien pris conscience que, en tout cas, l'orbite terrestre, on avait bien foutu le bordel et qu'il était peut-être temps de commencer à limiter la casse, voire même réparer un peu ce qu'on peut. Mais voilà, c'est un sujet hyper important. Et puis, tu l'as apporté, l'effet Kessler dont on parlait, bah, c'est une limite un peu floue où on ne sait pas quand est-ce qu'on va dépasser ce point-là et quand est-ce que bah, du coup le point de non-retour sera atteint, quoi. Mais bon, je sais pas je pense qu'on a bien développé sur ce sujet-là. C'était un peu l'actualité qu'on voulait évoquer avec vous pour apporter d'autres éléments. Le fait que voilà, c'est pas unilatéral. La Russie a fait de la merde, certes, mais il y en avait d'autres avant qui avaient fait de la merde et ça n'a pas été les premiers, enfin ça n'a pas été les derniers pour gueuler en disant c'est inacceptable, mais les gars, vous l'avez fait également et c'est vous qui mettez un veto, donc on se calme. Et aussi quand même faire un petit point pour dire il n'y a pas de mort dans l'ISS, la station va pas être évacuée et abandonnée, mais ça a quand même réellement fait peur à beaucoup de gens et ça continue d'être suivi de très près. En tout cas, les gars, si vous avez rien à rajouter, moi je veux vous remercier d'avoir passé cette émission avec moi, enfin avec nous d'ailleurs. C'était très Bah, cool de vous merci avoir beaucoup à encore une vous, fois. ouais. Bah oui, merci. Et puis, bah, de toute façon, dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt. À voir, peut-être environ dans un mois. On essaiera de faire plus court si on peut, mais comme vous le savez tous, il y a les fêtes de fin d'année qui vont bientôt arriver et ça va être un peu le bazar pour organiser un enregistrement, je pense. Mais qui sait, peut-être qu'on refera une petite émission un peu format court avant, on verra. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à vous tous les deux. Donc, merci Thomas et merci Faustin. On se retrouve très bientôt. Peut-être que Faustin, on aura le plaisir de te retrouver durant une autre émission. On verra Bah oui, si ça peut-être, t'intéresse. j'espère. Et puis, bah, écoutez, si vous avez un dernier message, moi sinon je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt. Je vous laisse la parole, les gars. Une bonne journée à vous, plein de bisous et merci de nous avoir écoutés. Mais oui, bonne journée et merci. Ciao!